Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Barbara Laurent, bienvenue dans ce 4e épisode de Sacrée Intimité. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. La dernière fois, on a évoqué la communication intime. Et c'est un sujet qui était très lié à la sexualité. On a déjà pas mal évoqué le sujet. On s'est dit que ce serait le moment d'en parler plus amplement avec cet épisode. Merci, bonjour. Bonjour Mathieu, merci. Tout va bien ? Oui, là, là on est à l'épisode 4, hein, donc on n'est pas dans le même état qu'au début de l'épisode 3. Moi je me sens bien. Je trouve que le sujet qu'on a abordé dans l'épisode 3 me met en belle condition par rapport au sujet de la sexualité. Magnifique. Moi je suis ravie d'être là, en joie et même de l'excitation sur ce sujet intéressant. C'est vrai que là on a un vaste sujet. C'est quelque chose, c'est un sacré morceau. Par où est-ce qu'on commence ? Par où est-ce que vous voulez commencer ? Alors, la première chose, c'était de commencer de manière détendue. On pourra en faire d'autres bien sûr, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal à dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a une dimension que je trouve fondamentale, importante. Alors, on l'a dit dans le premier épisode, de redire que la sexualité est un des moyens du tantra pour aller vers une conscience, une vitalité, pour aller vers l'éveil. Pour ceux qui voudraient aller là, je ne suis pas éveillé. Je crois que Barbara, tu n'es pas éveillée donc, pour l'instant. Réveillée. Réveillée en tout cas. Et que donc la sexualité, on n'en parle passablement parce que le tantra inclut les parties génitales comme une partie du corps, tout à fait, faisant partie du corps comme le reste, donc n'est pas tabou. Et parce que dans les pratiques qu'on fait, les pratiques corporelles, il y a beaucoup de pratiques énergétiques, et certaines incluent la sexualité des parties génitales. Dans les massages, également, on va inclure les parties génitales. Mais il y a une particularité, c'est qu'on est dans ce qu'on va appeler la non-intention. En particulier, il n'y a pas d'intention dans les pratiques tantriques de chercher à exciter, de chercher des choses pour exciter l'autre ou pour s'exciter soi-même. C'est pas ça l'idée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excitation, qu'on soit bien clair. Bien sûr. Mais c'est pas l'intention. L'intention, elle est vraiment de contacter, de connecter l'énergie. Et ça, je trouve que c'est important à dire maintenant qu'on va parler de sexualité, pour dire qu'il y a d'autres méthodes où il y a des gens qui font d'autres pratiques qui sont vraiment liées à transformer Voilà. Le slow sex, c'est une approche où on va vraiment être sur, même s'il y a des dimensions très tantriques là-dedans, mais on est sur la sexualité. Dans le tantra, c'est pas un focus, c'est un moyen. Voilà, je voulais commencer par ça. Oui. Et moi, j'ai envie de rajouter que, en fait, la sexualité, elle est considérée et vécue aussi dans le tantra comme une voie ardue parfois, mais une voie directe pour aller vers l'éveil. Tu parlais qu'on n'était pas éveillé encore, mais on commence à être éveillé. Justement parce que, on s'intéresse à l'énergie sexuelle, notre énergie vitale, qu'on appelle aussi la Kundalini, et on va aller la réveiller, l'activer et la diffuser dans l'ensemble du corps, sans chercher particulièrement l'extase. On parlait de l'extase dans le précédent podcast, mais c'est comment on peut réveiller cette énergie, puis la laisser circuler, et puis prendre les chemins qu'elle a envie de prendre, et partager ça avec son partenaire, sa partenaire. On avait dit pendant le premier épisode que le tantra, c'était peut-être une solution ou une proposition de développement personnel et spirituel qui inclut la sexualité là où d'autres approches ne le font pas.
c'est pas une fin en soi, mais ça en fait partie. Oui. Et donc, du coup, à ce titre-là, il me semble que vous aviez estimé que c'était important de pouvoir en parler tout aussi naturellement que n'importe quel autre sujet. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que, alors comme tu disais, Laurent, on va aller s'intéresser à l'énergie, notre énergie, l'activer, faire aussi des pratiques pour pouvoir la refaire circuler, parce que parfois, en fonction des vécus de chacun, chacune, elle peut être bloquée, contrainte, réprimée. Donc c'est de la refaire circuler. Puis on va s'intéresser aussi à déconditionner certaines manières de faire, ou peut-être même certaines manières d'appréhender son propre sexe, ou le sexe de son partenaire, de sa partenaire, ou déconditionner sa manière de se comporter. Oui, on sourit parce que je pense qu'on va pouvoir parler des déconditionnements que toi, en tant que femme, par rapport à ta yoni, comment les choses se passent. Et moi, par rapport à mon vajra, par rapport à mon corps, comment en tant qu'homme, il y a des déconditionnements qui ont été juste incroyables, très banals, mais incroyables dans l'expérience personnelle. Alors, avant d'aller, je te coupe, parce que peut-être préciser pour les auditeurs, les auditrices, ce que veut dire yoni et vajra. Donc, quand on va dire yoni, on parlera du sexe de la femme, et vajra, ça sera le sexe de l'homme. Très bien, bien vu. Voilà, qui vient du sanskrit et de l'approche tantrique bouddhiste pour le vajra. On aime bien garder ces noms, il y a un côté poétique, et moins connoté que la vulve ou le pénis. Oui, moins connoté. Donc il y a deux choses moi, qui dans le déconditionnement qui ont été vraiment importantes. D'abord, c'est cette question qui a déjà été abordée dans des podcasts précédents, mais sur laquelle moi je reviens encore en tant qu'homme, qui est le fait que la sexualité ou le plaisir énergétique partagé, peut-être c'est que ça tu veux l'appeler, il y a autre chose que l'excitation, le plateau, on grimpe, et il y a l'orgasme, l'éjaculation, et là on a cette descente énergétique chez les hommes qui est particulièrement marquée, frappante, qui est biologique, et qui a autre chose que ça. Et donc le fait de ne plus viser et de plus avoir l'intention du plaisir orgasmique à la fin avec l'éjaculation, qui a modélisé quand même la sexualité dans la société, à travers le porno en particulier, mais aussi quand il n'y a pas d'éducation à une sexualité élargie, comme le permet le tantra ou le tao, eh bien, c'est un peu le modèle. Le modèle que même beaucoup de femmes ont intégré comme étant la sexualité normale, quoi. Alors que non, la sexualité normale, elle peut durer longtemps, et elle n'a pas cette intention-là, en tout cas la sexualité élargie n'a pas cette intention-là d'arriver à la décharge. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors si je ne vais pas tout de suite à la décharge, il y a autre chose. Il y a le fait d'entretenir le plaisir, le fait de mettre un certain contrôle, une certaine conscience, chez les hommes en particulier, puisqu'il y a une perte de contrôle qui va se produire tout à la fin, quand tout d'un coup, et c'est ce qu'on cherche quand on fait de la contraception naturelle, où on se retire, il faut vraiment être précis, parce qu'il y a un moment donné où quand le processus éjaculatoire se met en mouvement, on n'est plus dans le contrôle. Donc, dans la sexualité ici, on va s'occuper de plus se préoccuper de ça, mais de faire en sorte de respirer, de continuer le rapport sexuel, par exemple, sans être dans cet objectif de décharge. Et là, ça ouvre un champ qui est énorme. Ça, c'est un premier déconditionnement pour moi qui a été vraiment très important. Le deuxième, qui a à voir avec la virilité. Je suis dans ma sexualité quand j'ai une érection. Voilà, c'est l'érection qui témoigne de ma virilité. Donc, si j'ai pas d'érection, j'ai plus d'énergie. Non. Et de découvrir deux choses très particulières, c'est que on peut faire l'amour et
il peut y avoir pénétration même quand le sexe n'est pas en érection, et que même parfois la yoni féminine peut venir prendre en quelque sorte le sexe, le vajra de l'homme. Mais ça, c'est un déconditionnement énorme, énormissime. Et ce qui va avec ça, c'est que, en finalité, de découvrir que mon énergie, ma puissance est dans mon ventre, dans mon bassin, et pas dans mon sexe. Voilà, ça j'avais envie de parler de ce déconditionnement, parce que pour moi, c'était vraiment fort, en tout cas, dans le cheminement tantrique. Alors moi, je vais rebondir pour ma part. C'est de pouvoir s'autoriser à aller explorer sa yoni. Alors c'est vrai qu'à la différence des hommes, on a un sexe qui est plutôt intérieur, si je puis dire, qui se cache, enfin, ou en tout cas qui n'est pas accessible de l'extérieur. Et c'est voilà, de pouvoir explorer, aller regarder, peut-être mettre des mains, des doigts, et d'être dans cette autorisation-là sans que ça soit connoté comme sale ou vulgaire. C'est donc d'apprendre à se connaître, en fait. Mmh. Parce que c'est comment, on parlait de communication intime dans le précédent podcast, comment communiquer à mon partenaire, ce qui me fait plaisir, ce dont j'ai besoin, si déjà moi-même, je n'ai pas conscience de mon propre sexe, de ma yoni. Et c'est de développer un nouveau rapport avec elle, ou avec mon sexe. Et puis après, c'est de pouvoir développer la curiosité, hein, pourquoi pas même inviter ma partenaire à explorer ça, à regarder avec moi, et être dans cette curiosité, en fait, avec mon corps. Et donc de me réapproprier mon corps aussi pleinement. Et l'autre chose, c'était... j'ai oublié. Tellement je suis dedans. Oui, pour moi, c'était aussi le rapport au plaisir. De pouvoir exprimer mon plaisir, mon désir, dans certaines pratiques à deux, mais aussi où on est à plusieurs, et d'être complètement OK avec ça. Ça peut passer par vraiment le regard, hein, déjà, ou même être dans un déshabillage et que ça soit très dans une ambiance très sacrée. Mmh. Et on touche déjà à quelque chose de l'intime et de la sexualité d'une certaine manière. Sans que ça soit, sans qu'il y ait un rapprochement des organes génitaux. Ça peut déjà démarrer par ça. Et là, déjà, l'énergie, elle monte, elle se déploie, elle se développe. Oui, et dans cette sexualité que moi, j'ai envie d'appeler sensible, quoi. Ouais. Puissante et sensible. Je ramène toujours le mot puissance, parce que c'est vrai que quand dans le terme slow sex, qui est assez à la mode, hein, donc dans le fait de ralentir, etc., comme certains, je ne suis pas le seul, je ne suis pas complètement convaincu par le côté... Oui, slow sex, c'est génial, dans le sens de pouvoir, et c'est ça que nous, on accompagne à cela, d'aller dans plus de sensibilité. Et quand tu parlais, toi, de te réapproprier ton corps, ta yoni, moi aussi, c'est de me réapproprier mon sexe, mon vajra, et de voir qu'il y a des sensibilités magnifiques que je ne connaissais pas, parce que quand j'étais dans ma sexualité primaire, je vais l'appeler comme ça, hein, je peux me permettre, dans ma primaire, c'est une sexualité donc assez rapide, plutôt, avec pas mal, on cherche l'excitation, aller vers l'éjaculation, et là il y a tout un champ de rencontres. Moi, j'ai mis le mot en majuscule, là, de la rencontre entre la yoni et le vajra. Plutôt que d'être juste dans quelque chose qui est plutôt... je ne dis pas que c'est tout le temps mécanique, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Et là, on entre dans une sexualité qui peut être plus lente, mais qui peut être très rapide par moments aussi,
toujours avec le même concept qu'on avait tout à l'heure à propos de l'extase, qui est la sensibilité et la puissance. Les deux choses. Et là, il y a vraiment, dans ce chemin de réappropriation de son sexe, de sensibilité, de découvrir, mais qu'est-ce qui donne du plaisir, comment je peux... c'est pas forcément donner du plaisir à l'autre, mais quand même, mais partager le plaisir avec l'autre. D'une manière... voilà, c'est comme si on est musicien, ben voilà, on fait des gammes, et puis à un moment donné, on est capable de jouer de la musique avec les amis, et ben voilà, ça devient bon. Moi, je suis pas œnologue, mais je sais que les gens qui goûtent les vins, ben, ils n'ont pas le même univers que celui qui ne connaît pas les vins. Et donc ce chemin-là, de la sexualité dans le tantra, pour moi, c'est un chemin de réappropriation, de la sensibilité, et toujours avec le fond de joie et de plaisir qui anime les ateliers, le chemin tantrique. C'est ça qui est rigolo, quoi, qui est chouette. Et c'est une sexualité, j'ai envie de dire, moi, que j'ai retrouvée dans quelque chose avec une certaine innocence. La curiosité d'enfant, mais dans le sens d'enfant, de deux enfants. Hein. Donc on est vraiment dans le consentement, la joie, la découverte. Et que là, waouh, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est joyeux, c'est énergétique. Alors, moi, je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis. Pour moi, c'est un déconditionnement fort de pouvoir explorer. C'est-à-dire, moi, j'avais en tête quand même, voilà, ça... On va démarrer, là, il va y avoir un peu de chauffe, des préliminaires, excitation, érection, et puis après, paf, éjaculation, puis c'est fini. Comme sur des rails, hein, un protocole assez clair. Voilà. Puis en fait, là, le déconditionnement, tu parlais de non-intention tout à l'heure, c'est en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on ira jusque-là ou pas. Peut-être que ça sera uniquement énergétique. Ça va être juste de l'effleurage, du toucher. Mais c'est de vraiment pouvoir s'autoriser à explorer peut-être des voies nouvelles aussi. Une autre manière de toucher, peut-être de faire du son, d'oser aller faire du son. Et vraiment explorer c'est ne pas être dans les autoroutes, mais aller prendre des chemins un peu de traverse, de campagne. Et voilà, le tantra, c'est aussi apprendre ça, s'autoriser ça, et d'aller regarder, d'aller dans des chemins inconnus. Et là, après, on ne sait pas ce qui va s'y trouver. Et justement, tu parles de joie, ça peut être de la joie, beaucoup de plaisir, de la joie, des rires, même rigoler vraiment au moment du coït, l'ultime orgasme, voilà, essayer d'inviter tout ça, ou des pleurs, comme tu disais tout à l'heure, Laurent. Et ça, c'est en fait, rien n'est écrit, c'est la page blanche à chaque fois, en fait. Oui, c'est vraiment, moi je pense à la curiosité, au fait d'être chercheur. En fait, le focus, parce qu'il faut moi je suis intéressé que l'auditrice ou l'auditeur saisisse, mais alors du coup, si on n'est pas focus sur le résultat de l'orgasme génital, éjaculatoire, sur quoi est-ce qu'on est focus ? Eh ben, on est focus sur l'instant présent. Hein, on est vraiment dans le mindfulness du sexe. Si possible. Ouais. Vraiment dans la présence et de goûter à ce qui se passe. Bien sûr, voilà, ça peut être en se rapprochant, en ayant envie de s'aimer. On s'aime beaucoup par le corps. Hein, je veux dire, le toucher, en fait, c'est vraiment la peau, un haut lieu sacré d'amour. Donc, on va être dans cette exploration-là. Et le focus, c'est le présent. C'est la présence et la curiosité. Ce qui fait qu'aussi, il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup de rire, mais il se peut aussi qu'à des moments, on se retrouve dans une impasse. Et là, il y a besoin d'humilité. Parce que on se connaît depuis un petit moment avec Barbara, et puis il y a des moments dans des stages, dans des pratiques, en fait on ne s'est pas du tout retrouvé à l'endroit imaginé, hein. L'endroit imaginé, c'était on va faire une vague, donc on fait monter l'énergie, on respire, et puis non, tout d'un coup
tout d'un coup, non, on n'est pas synchrone, on ne sent pas l'autre, ça bloque, ça coince. Et donc la curiosité, la présence et la découverte, sortir des autoroutes, fait qu'à un moment donné, tu vas peut-être te retrouver dans un petit chemin merveilleux, permacole, avec plein de fruits, de légumes, enfin je veux dire le jardin d'Éden, ou bien des petits moments, tu vas aussi pendant ce chemin-là te retrouver avec des trous, des cabosses, des endroits où on ne sait plus où on est, et puis on se dit on fera le chemin une autre fois, quoi. Donc il y a aussi cette acceptation qu'il n'y aura peut-être pas le sucre, le bonbon, le gâteau dans cette affaire de rencontre. Ça fait bien le pont avec ce qu'on disait la dernière fois sur la communication intime. On a évoqué la différence entre Yoni et Vajra. J'ai en face de moi une femme, un homme, qui sont biologiquement et anatomiquement construits différemment, qui ont peut-être une vision de la sexualité différente par moment, ou un point d'intention différent, et ça se retrouve dans la plupart des couples même homosexuels, mais d'autant plus dans des couples hétérosexuels. Et il y a cette idée de j'ai une vision de ce que la personne peut attendre de moi, j'ai une vision de ce qu'elle attend de moi, etc. Et de pouvoir ramener la communication là-dedans, parce qu'effectivement, je crois qu'on avait parlé une fois d'un exercice que vous aviez guidé où il y avait cette idée de toucher pour faire plaisir ou toucher pour se faire plaisir, avec des résultats très surprenants des fois. En termes de résultats, et il y a cette communication à revoir ou à établir pour arrêter d'imaginer ce que l'autre peut avoir envie dans sa sexualité, mais au contraire de dire ok, qu'est-ce que moi je veux, et je lui fais confiance pour me dire ce dont lui ou elle a besoin. Et oui, c'est essentiel avant certaines pratiques on le disait dans la communication intime, et ça me semble important de leur dire, c'est d'enlever ce qu'on n'a pas envie de voir, la pression qu'on se met, les peurs, et puis de ramener aussi dans l'espace sacré qui est créé avant certaines pratiques, de nommer, comme tu dis, d'apprendre à nommer ce qu'on a envie de vivre. Peut-être c'est de la détente, peut-être c'est de la douceur, peut-être c'est du ralentissement ou du ressourcement. Et du coup, ces formes-là, elles sont différentes en fonction de comment on se sent, avec qui on va faire la pratique. Et voilà, quand on peut être dans ces espaces-là, ramener ça après chez soi, oui, c'est comme si ça donnait des nouvelles couleurs à la palette de couleurs pour créer une nouvelle œuvre, une nouvelle peinture différente, avec d'autres subtilités. Sur la sensibilité et donc la conscience, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette mindfulness du sexe, pouvoir mettre de l'attention, mais pas seulement sur notre sexe du coup, mais aussi sur le reste de notre corps, et de voir que la sexualité, alors là on est plutôt vraiment dans quelque chose, alors je ne sais pas si c'est propre au tantra, mais en tout cas ça se produit beaucoup dans le tantra, ça fait partie des propositions, c'est de découvrir que alors je parlais d'érection du cœur, je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou dans l'autre épisode, mais des fois on peut parler d'érection de la main, d'érection d'autres zones de notre corps qui ont aussi sont récepteurs, émetteurs-récepteurs du plaisir, qui va en tout cas amener du plaisir, de la sexualité. Et cette sensibilité-là, c'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, dans la manière dont, dans le tantra, dans les ateliers, on pratique. Alors, il y a une autre chose, moi, que je trouve qui est importante, c'est les clés dont on a parlé, qui sont le souffle, le mouvement et le son. Ces trois clés, peut-être qui seront l'objet d'un épisode ou pas, mais en tout cas qui sont là en arrière-fond. C'est-à-dire qu'il y a une invitation dans la sexualité, et c'est une des manières déjà de se protéger d'une éjaculation précoce. C'est déjà une manière toute simple de pouvoir prolonger la sexualité, c'est de respirer. Respirer, s'arrêter, respirer, mais continuer à respirer en présence. Mais de manière
Et les poumons, la respiration, c'est un organe particulier quand même, parce que c'est un organe qui est autonome. Et en même temps, c'est un des seuls organes, je crois, qu'on a interne, sur lequel on peut amener du contrôle. Je ne crois pas qu'on puisse contrôler tout à fait son cœur, bref. Donc là, on peut mettre une intention dans le souffle de nous accompagner, de respirer. Comme dans la vie en général, du reste. Alors c'est un peu gênant dans la vie en général, parce que si je fais... dans la rue, ça va être un peu bizarre, quoi. Mais en tout cas, l'invitation là, dans cette sexualité tantrique, je vais l'appeler comme ça, c'est de mettre du souffle, de mettre de l'air pour diffuser l'énergie, pour éviter que toute l'énergie se concentre sur les parties génitales. Le son est aussi une manière de ne pas contracter le corps, de ne pas contracter l'énergie de nouveau dans le plaisir, l'excitation. Et le fait de pouvoir simplement lâcher « Ah » ou bien « Ah » ou bien vraiment, et de laisser le son qui va avec ce qui se passe dans le corps. Parce qu'en fait, on est brimé du son pour différentes raisons. Pour les couples et les familles, c'est pas si simple. Il y a les enfants qui sont à côté. Même dans la société, on n'a pas été habitué à pouvoir faire du son. Or, de libérer le son, et tous les chanteurs, les gens qui chantent, que ce soit dans une chorale, que ce soit dans un groupe, savent ça. Comment, quand la voix est libérée, l'énergie, waouh, ça décuple et ça fait circuler. Et ça va contribuer à la liberté dont on parlait dans la sexualité. Quelque chose de moins dans l'intention et plus intériorisé. Et au partage aussi. J'ai l'impression que par la respiration, notamment par la bouche, par le son, on partage à l'autre ce qui se passe dans notre corps. Alors que si on est dans une respiration peut-être plus instinctive, plus animale, mais qui reste aussi plus intérieure avec une respiration par le nez, l'énergie, au lieu de circuler avec l'autre, elle circule en nous. Et c'est super quand on fait des méditations tout seul. Mais dans le cadre de la sexualité, c'est cool de pouvoir vraiment créer cet échange et ce partage dans les deux sens, quoi. Oui, puis il y a aussi des pratiques spécifiques de respiration sexuelle, justement pour déjà se familiariser avec la respiration, comme tu dis, par la bouche, et faire circuler l'énergie, et puis aussi apprendre à faire circuler les émotions en utilisant cette respiration-là. Moi, je suis très touché quand tu viens de dire ce que tu viens de dire à propos du partage des souffles. Moi, encore une fois, parce que c'est comme ça, moi, j'ai les larmes aux yeux, je suis touché de joie, d'excitation, de bonheur, mais d'entendre ma voix, mais d'entendre le souffle et le plaisir de l'autre dans mon oreille. Oh là 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 là. En termes de sensation, de vécu, de méditation active à deux, comme tu le dis, c'est-à-dire là, tout d'un coup, on est à deux, et de le partager. Et je ne sais pas ce qu'il y a, je pense que dans ce partage à deux, et c'est pour ça que moi, c'est la voie du tantra, et ce n'est pas la voie ascétique Kundalini Yoga que j'ai choisie. Il y a le partage, et je trouve que dans le partage à deux, il y a quelque chose quand même d'énorme. En tout cas, dans mon expérience, moi, je sens que ça me met dans un endroit de grâce, de joie, le souffle partagé. C'est amusant parce que j'ai entendu beaucoup de femmes notamment se plaindre du manque de son émis par leurs différents partenaires. Où elles avaient l'impression de créer, peut-être pas que c'était conscientisé cette idée de partage d'énergie, mais dire moi je m'exprime, j'émets des sons, et eux ils sont très dedans, quoi. Et du coup ils sont presque trop discrets, et effectivement je l'avais jamais conscientisé de cette manière-là quand je l'ai entendu, parce que c'est des remarques que j'ai commencé à entendre, je pense que je devais avoir 18 ans. C'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps, c'est quelque chose qui est souvent dans le chant, et là d'en parler, je me rends compte qu'il y a cette idée en fait de partage énergétique qui est pas forcément conscientisée quand on le vit, mais qui est peut-être là en fait, dans ces reproches entre guillemets. Et oui, c'est vrai que ça contribue à la danse, la danse des corps, de l'énergie, quand tu peux entendre ton partenaire qui
son plaisir, voir son plaisir. On n'a pas encore parlé du mouvement, mais c'est aussi comment il peut bouger et respirer plus intensément parce qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. C'est des indicateurs. Et puis ça permet aussi à soi peut-être de se lâcher un peu plus, de s'ouvrir un peu plus pour continuer la danse. Ouais, continuer la danse dans la liberté, le déconditionnement. Et là, autour du son, vraiment, il y a une histoire. Et c'est génial ce que tu dis, parce que j'ai pas réalisé. Mais d'abord, dans le porno, je me rappelle pas d'avoir beaucoup entendu des hommes faire... Hein. Moi, ça fait longtemps, du coup, je me rappelle plus. Ça fait longtemps aussi, mais il ne me semble pas m'en rappeler, alors que je me rappelle du son des femmes. Alors peut-être parce que je suis un homme. Ouais. Mais en tous les cas, je trouve très intéressant parce que il me semble qu'il y a une forme de vulnérabilité, de sensibilité quand on va laisser le son sortir. En tout cas, il y a une vulnérabilité pour les femmes et les hommes du reste. Hein. Mais dans la tradition sexuelle, la femme étant plutôt réceptive, l'homme plutôt actif. En tout cas, moi, il y a une espèce de normalité à entendre la femme. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, en tout cas, une espèce de normalité à entendre la femme faire du son dans la représentation. Et vrai. En tout cas, moi, je sais, pour te l'avoir entendu dire, qu'effectivement, le fait que je fasse du son, que je me lâche dans le son, et de manière plus générale, ce qu'on observe nous aussi dans les pratiques, c'est que il y a plein de bénéfices à ça. Son, bénéfice pour soi-même, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, faire circuler l'énergie. Ça donne du feedback à l'autre. Et c'est clair qu'on disait tout à l'heure dire oui, dire non. Bah, quand tu fais du son, puis que le son, c'est plutôt le plaisir, bah, si toi, t'entends ça, en principe, ça veut dire vas-y, continue, quoi. Pour l'un ou pour l'autre. Hein. Donc, il y a cet effet de communication intime aussi à travers le son qui est vraiment juste... Donc, les hommes qui écoutez, faites du son, là, allez-y, trouvez des endroits, trouvons des endroits. Et les femmes aussi. Et puis, ça ne veut pas dire aussi. Le son, faire des cris. Oui, ça peut être... vas-y là-dessus. Yes. Vraiment exprimer ce qui est là, en fait, ou une lassitude, un ennui même, ça peut être ça, hein, à un moment donné. Non, mais bien sûr, parce que si je fais le parallèle avec la danse libre, hein, on met en mouvement ce qui est à l'intérieur de soi, mais le son, il peut permettre ça aussi, le souffle aussi, ça peut permettre de mettre en son les peurs, ou une certaine fermeture, parce qu'on est bloqué, on est un peu tendu. Et relâcher ça avec du son, c'est et le son va aider complètement, par exemple, là je pense à vraiment un autre chant. Je faisais des massages thaïlandais très douloureux. Ils ont la réputation de l'être, mais à Genève, il y a une personne qui est encore plus... je fais un petit coucou à Madame Tan en passant. Parce que... et donc, que le son, à un moment donné, c'est l'expression de la douleur. Et du plaisir, et du plaisir et de la douleur. Et il y a un moment donné, quand on va explorer des nouveaux territoires, bah des fois, moi je ne sais pas si c'est de la douleur ou du plaisir. Ah oui, alors ça, j'aimerais bien. Vas-y. T'as terminé ? Oui, non, mais c'est ce que je voulais Justement, par rapport à la douleur, et c'est intéressant, parce qu'on parlait de la détente tout à l'heure, de l'importance de la détente. Quand on vit une grande intensité, c'est ça qui peut nous amener à vivre cette extase. C'est comment, et vraiment dans les pratiques tantriques, on emmène aussi à ça, hein, c'est comment, parfois je peux être dans de l'inconfort ou dans de la douleur et rester avec ça, c'est-à-dire je me détends encore plus avec ça, même si ça semble pas très agréable, je respire avec ça, peut-être je vais faire du son, je vais amener ça dans du son, du mouvement. Et puis après, parfois, et même, moi j'observe ça quand même assez souvent, ça amène une ouverture et c'est comme si on franchissait une autre étape, un autre palier. Et là, derrière ça, il y a beaucoup de plaisir. Et il y a même une animatrice qui disait derrière l'amour, la douleur, c'est de l'amour contracté. Mais c'est merveilleux. C'est joli comme formulation. Là. Oui. Ça me parle. Oui. Et dans ce que j'entends là, il y a aussi l'expression
sonore de la douleur n'est pas forcément un arrête tout de suite, Oui, mais plus c'est un son, c'est une information qui peut peut-être inviter à un ralentissement ou une certaine forme de douceur supplémentaire, mais le stop veut dire stop et tout autre mot ne veut pas dire stop, quoi. Ou tout autre mot évoquant cette idée-là, quoi. Mais carrément, et nous on a apprivoisé ça. Enfin, il me semble que les gens, quand tu te connais pas très très bien, tu dois apprivoiser. Alors, il y en a qui posent des questions, qui disent mais qu'est-ce qui se passe par rapport à un son surprenant ou un regard ou tu vois, un visage un peu tordu là. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et le fait, voilà, d'obtenir d'informations et puis d'être dans cet apprivoisement des comportements de l'autre, et je trouve très très chouette ce que tu dis, c'est que stop, c'est stop. Tout le reste, ça a besoin d'être clarifié si nécessaire. Et c'est-à-dire qu'effectivement, si j'entends l'autre crier, bah, et ça fait partie de la communication intime, et là on va y aller clairement et avec tendresse, c'est est-ce que tu as mal ou qu'est-ce qui se passe, pour avoir de l'info, parce que sinon si on ne fait pas cette vérification, on peut être avec un petit malaise intérieur, et puis on ne va pas se lâcher, quoi. On va être dans un truc où on n'est plus bien centré l'un et l'autre, quoi. Alors, l'idée, c'est pas non plus de se faire mal, hein, et de rester dans quelque chose de douloureux. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir, dans des pratiques, de pouvoir saisir l'opportunité d'aller au-delà de la douleur et de voir, ok, alors si j'y reste un peu plus, et si je respire là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour certaines femmes, et moi je vais prendre mon cas peut-être aussi, c'est de par mon histoire, voilà, il y a des moments où il y a pu y avoir des blocages, des fermetures par protection, par peur d'avoir mal ou de revivre quelque chose de douloureux. Donc c'est une mémoire à la fois du corps et aussi dans le cerveau, hein. Il y a quelque chose d'un mécanisme de protection, et c'est de pouvoir apprivoiser ça pour progressivement aller au-delà, hein, comme si on allait au-delà de la petite montagne, et voir ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a l'Éden dont tu parlais tout à l'heure, hein, mais ça demande vraiment une mise en conscience, et de pouvoir consciemment rester dans ce qui se passe, d'être dans l'écoute, de prendre ces outils que sont la respiration, le son et le mouvement, pour pouvoir surfer la vague et voir c'est quoi la prochaine vague. Peut-être ça va nous emmener vers beaucoup de plaisir. Mais ça, c'est dans la pratique, hein, que ça se fait. Mais c'est ces invitations-là, en tout cas, qui sont aussi proposées. Et ça fonctionne dans le cas où il y a un cadre sain qui a été établi. Parce que, bien sûr. Dans le cas contraire, c'est plus... L'information est peut-être plus sujette à interprétation quand on n'a pas créé un cadre qui nous permet de savoir exactement ce que veut dire ce que l'autre nous communique, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que parce qu'il y a ce cadre qui sécurise, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, et c'est savoir que l'autre peut me dire oui, non, que aussi elle ou il va prendre sa responsabilité pour dire, pour demander, qu'il y a ce dialogue, cette communication. On peut explorer, en fait, on peut explorer librement, et c'est même l'intérêt, c'est d'explorer des nouvelles voies et des choses qu'on parfois on se permet pas de faire dans une relation, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et donc là, on peut explorer parce qu'il y a ce cadre, parce qu'on peut demander de l'aide à un moment donné quand on est bloqué ou on ne sait pas trop comment faire autrement. Et à propos de, justement, en quelque sorte, pas aller trop loin, enfin être au bon endroit d'exploratoire. Donc nous, on est toujours pour cette exploration dans les franges du tapis, c'est-à-dire explorer un peu du neuf, quoi. Donc prendre des risques, mais pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas que l'organisme se bloque, se remette dans les traumas. Dans les témoignages, moi j'ai entendu, mais donc pas du coup dans les pratiques, mais en dehors des pratiques, des gens qui ont exploré un petit peu, puis parfois, par rapport à la douleur, justement, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est tellement bon, parce que tu es dans l'amour, parce que tu es dans un moment de fusion très très fort, tu as une douleur et tu vas pas la mentionner, tu vas rester avec. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, je l'ai expérimenté aussi, hein. Et du coup,
de pouvoir pratiquer dans un cadre sécurisé et avoir une grammaire, un vocabulaire, des gammes de ces pratiques d'intimité, ça c'est vraiment très utile pour que du coup on puisse explorer la douleur, il me semble pour moi, au bon endroit. Après, il y a des gens qui aiment la douleur pour la douleur, là, mais là c'est pas notre chemin, ni notre proposition, quoi. Et je pourrais dire à propos de ça, ça peut être la douleur ou l'intensité qui est recherchée. Et des fois, des personnes viennent en tantra et ils recherchent l'intensité. Mais en fait, pour nous, sans jugement, ça peut être une manière d'éviter la sensibilité. Donc, on veut chercher du fort. Hein, on va se prendre une bonne dose, hein, puis encore une plus grande dose, parce qu'on a besoin de se sentir vivre, exister. Pour nous, on va ramener les choses plutôt vers la sensibilité. Et c'est une découverte on peut dire, pour les gens qui aiment beaucoup le sexe, comme ceux qui ont ça c'est une polarité, puis l'autre polarité pour laquelle on vient au tantra, où on va explorer la sexualité, c'est quand elle est plutôt faible ou inexistante. On a les deux extrêmes. Et donc ça veut dire que les gens qui sont dans la recherche d'une intensité très forte, eux, ils vont être accompagnés plutôt vers la conscience, vers la communication intime, vers la connexion à soi, vers la sensibilité pour mieux se connaître, parce que sous l'intensité, il y a des choses belles et puis il y a des choses moins belles. Et pour les personnes qui ont de la peine à l'intensité, voilà, on va faire monter l'énergie. Ah, l'énergie. Et donc du coup, on pourrait imaginer que par exemple une personne qui se sente complètement asexuelle découvre quelque chose avec le tantra sans se sentir forcément brusquée parce que elle fait l'expérience de son corps différemment de ce qu'elle a l'habitude, parce que j'ai l'impression que le terme asexuel définit quand même les personnes qui ressentent pas le désir d'avoir du sexe, mais c'est très teinté par la vision du sexe qui est une pénétration, quoi. Oui. Ouais, ça me touche ta question, ce que tu dis, parce qu'effectivement, là on parle de sexualité, mais ça ne veut pas forcément dire pénétration. Et là je fais le lien avec l'énergie, c'est-à-dire quand tu connectes aussi, où tu apprends cette respiration sexuelle à faire circuler ton énergie à toi, ton énergie sexuelle, alors qui est au niveau du périnée. Dans la tradition hindoue on parle de Kundalini, le serpent qui se réveille, et cette énergie qui va monter à travers la colonne vertébrale jusqu'au sommet. C'est découvrir cette énergie-là qui est la plus puissante au monde, parce que c'est elle qui donne la vie, hein, et qu'on peut, même seul, pouvoir la faire circuler, la rencontrer, et puis quand elle se diffuse dans tout le corps, là, oui, on peut atteindre des hauts niveaux d'orgasme et vivre une sexualité même en étant seul. Oui, et alors, je sais pas, justement en étant seul, moyennant... sans ce désir pour un autre ou une autre, oui. C'est ça que je veux dire. Moyennant l'incarnation et l'expérience de son corps, qui inclut son sexe et l'énergie du chakra racine. Et si on laisse aller cette énergie-là, je ne sais pas pour quelqu'un d'asexuel ce qui se passerait. Mais quand on la laisse aller, qu'on fait vibrer, qu'on bouge le bassin, qu'on fait une méditation active, voilà, peut-être que, en tout cas pour ces personnes-là, elles vont ressentir ce que dit Pierre Feugat dans un livre qui s'appelle Tantrisme, qui est vraiment tout à fait passionnant. Il parle des différentes voix. Et il y a des gens qui ont la voix de l'ascèse. Oui. Vraiment, mais c'est rare. Je veux dire, on le voit aussi. Alors, je ne veux pas rentrer dans. On le voit dans les religions. Il y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup de perversion en quelque sorte parce que les gens n'arrivent pas à vivre leur corps. Donc, ils disent l'ascèse avec les mots et puis leur corps les emmène dans des endroits pas acceptables. Donc, le chemin de l'ascèse est un chemin, mais rares sont les gens quand même qui sont capables de sans incarner la sexualité, d'arriver à un éveil. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais dire que même il y a l'incarnation par rapport à l'énergie dont tu parles, Barbara, de la Kundalini, il y a incarnation du corps à un moment. Alors là, qu'est-ce que le sexe, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il joue? Ça reste ouvert, moi. Voilà, pour moi, ça reste ouvert.
Moi, j'ai envie de dire, quand cette énergie, elle se réveille, ça démarre au niveau du sexe, des organes génitaux. Donc, on peut sentir beaucoup de vibrations, de chaleur, de picotements, mais après, ça continue, ça monte dans le ventre, ça peut monter ensuite au niveau de la poitrine, dans la gorge, et puis ça peut monter. Puis plus ça monte, plus ça devient subtil. Donc, c'est aussi peut-être la découverte de sensations, et ça se passe dans le corps, c'est éminemment incarné. Le corps, à ce moment-là, il vit des choses, il sent des choses peut-être nouvelles, et ça, effectivement, ça peut même faire peur, parce que c'est des sensations peut-être inédites. Et c'est notre propre énergie. Moi, c'est vraiment... ça a été une découverte pour moi dans le tantra, c'est mon énergie. Une énergie qui est puissante, et plus elle va monter vers le sommet du crâne, plus elle va devenir subtile, raffinée. C'est incroyable, toutes ces subtilités que l'on a dans notre corps en termes de sensations et de ressentis, en tout cas dans le mien. Et ça amène... Ça amène au fait que par rapport à quelqu'un qui se dirait asexuel, donc la question moi que j'aurais envie de poser, c'est mais comment tu vis ton corps, quoi. Oui, complètement. Et c'est pas le terme asexuel en lui-même, c'est le fait que est-ce que si je vis mon corps, que je suis en conscience... Je pensais à la méditation Vipassana, hein, tous les deux, Barbara et moi, on a fait chacun à des moments différents les 10 jours de silence, et c'est une très magnifique pratique d'incarnation. Donc la question qui se poserait, c'est mais est-ce que tu es dans le ressenti de ton corps, ou est-ce que c'est une coupure, hein? Et qu'est-ce que tu comprends dans le diagnostic entre guillemets asexuel? Est-ce que c'est une non-attirance pour la pénétration au sens brut du donc terme, une protection, ou est-ce que c'est le sexe élargi comme on a pu l'évoquer aujourd'hui? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Moi, je connais pas trop les asexuels, mais moi non plus, mais je trouve intéressant d'aborder le sujet par rapport quand Laurent, tu disais que dans le tantra vous aviez des approches qui étaient adaptées pour des personnes qui des fois aimaient beaucoup le sexe, qui est dans une recherche d'intensité très forte, et à l'inverse des gens qui avaient une libido faible voire inexistante. C'est ça qui m'a fait penser à tout ça. Je trouvais que c'était intéressant. Mais la question, c'est peut-être, moi je me dis, mais alors c'est quoi le rapport au désir, comment on parle de chakra, mais effectivement au niveau du corps, au niveau du périnée, et du deuxième chakra qui est dans le bas-ventre, au niveau des organes sexuels, comment cette zone elle est investie, est-ce qu'elle est investie ou pas, est-ce qu'elle fait peur, pourquoi elle fait peur, est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des interdits, qu'est-ce qu'il y a autour de ça en fait, et le tantra il vient justement amener le regard là-dessus, c'est mettre de la conscience et explorer, expérimenter. Parce que quand on ouvre ces portes-là de ces zones d'énergie, c'est puissant. En fait, dans notre corps, on a une puissance, mais insoupçonnée, en fait. Et je pense que le tantra, il permet d'aller justement réveiller ces zones-là et se les approprier, et surtout de pouvoir les utiliser, les gérer, et de faire ce qu'on en veut. En tout cas, elles sont de les exploiter. Parce que c'est à nous, en fait. Moi, j'ai vraiment l'image, alors qui est classique, hein, je ne suis pas cavalier ou cavalière, mais du cheval et son cavalier, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu ne peux pas contrôler le cheval. Contrôler dans le sens, si tu essaies de le contrôler, ça va mal se passer, quoi. De tirer la bride, etc. Mais c'est comment on découvre, et c'est l'énergie qu'il y a dans notre corps, comment je découvre ma sexualité élargie, voilà, comme une cavalière, un cavalier, avec ça. Et on fait je suis un, parce que mine de rien, on parle, mais là je parle, mais en même temps, c'est dans le même endroit où il y a mon corps, mes sensations et tout ça, quoi. Bien, je vois que l'heure file déjà. Est-ce que peut-être vous auriez un mot de la fin sur ce premier épisode, peut-être sur le thème de la sexualité, qui est un très vaste sujet? Est-ce que vous avez quelque chose à partager, quelque chose que vous avez particulièrement envie de laisser germer dans la tête de nos auditeurs? Oui, moi j'ai envie de dire, c'est pouvoir mettre de la conscience et de la présence sur ce qui se passe dans notre corps. Ça démarre au niveau du sexe, mais ça n'est qu'un démarrage, le sexe.
Magnifique. Moi, j'ai envie de... Je ne sais pas trop comment conclure, en fait. Je me sens très ouvert par rapport à ce sujet encore. Le souffle, la respiration. Respirer avec sa sexualité, pendant sa sexualité. Ça me plaît bien. Il y a aussi la notion de liberté. Et je trouve que le fait de ne pas avoir l'intention d'arriver à l'orgasme éjaculatoire est une magnifique liberté. Ce qui n'empêche pas qu'à des moments, c'est très très bon d'aller accomplir ce moment-là qui est aussi sacré que le fait de passer plus loin. Voilà. Magnifique. Oui, peut-être juste dire, en fait, oui, on peut être sur une... je sais pas comment t'appeler la sexualité... Élargie. Ah, non, l'autre. L'autre. Primaire. Primaire. Mais en fait, primaire ou élargie, tout est bon. Ouais, bien sûr. Mais l'idée, c'est de choisir et d'être clair, en fait. Et en conscience. Et en conscience. Splendide. Magnifique. C'est là-dessus qu'on va se laisser. De toute façon, pour toutes les personnes qui auraient envie de vous contacter et d'en discuter avec vous, il y aura, comme d'habitude, le lien dans la description de cet épisode. Et puis, merci pour ce moment. On aura pu, j'imagine, qu'effleurer ce vaste sujet. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Et donc, du coup, merci. Merci à toi. Bien, merci à toi, Mathieu. Merci à toi, Barbara. Merci. C'est chouette de faire ça ensemble. C'est vraiment un grand plaisir. Un bon moment. Ouais. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Yes. Ouais.